Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous aujourd'hui qui sera absolument poétique. Je m'en vais donc ouvrir cette émission avec la rubrique Temps Poème. Ô ma Barigor, ô ma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont yves et portent leur printemps sur leurs tiges que les vents bâillonnent au milieu des forêts qui résonnent de nos sens. Des arbres sont debout qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves. Chaque musicien a tes sens comme instrument et la nuit en collier autour de la danse, car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine. La douleur tombe comme les murs de Jéricho, les portes s'ouvrent par ta seule puissance d'amour. Ô ma Barigor, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie, la carte s'éclaire comme ce visage que j'aime, deux miroirs recueillant les larmes du passé et le peuple de l'aube assiégeant nos regards. Mesdames et messieurs, d'avertige pour ouvrir cette émission Délivrez-vous qui sera particulièrement et absolument poétique. Je reçois Jovenel Casséus, non pas avec sa casquette d'entrepreneur, de manager, non pas avec sa casquette de spécialiste en relations internationales, non pas avec sa casquette de spécialiste en sécurité, non pas avec sa casquette de cadre de l'État, mais comme poète. Place à la présentation biographique de Jovenel Casséus. Né à Port-au-Prince le 21 octobre 1982, Jovenel Casséus est un journaliste, détenteur d'un master en défense et sécurité des Amériques du Collège interaméricain de défense Washington, D.C. C'est un jeune homme fougueux, dynamique, très connu et apprécié dans les médias en Haïti. Par ses verbes, cherchant toujours la juste mesure, et ses activités socio-culturelles et entrepreneuriales, M. Casséus est un modèle à exposer aux plus jeunes. Créatif, il a, en 2005, offert un souffle nouveau au traitement des informations culturelles sur les ondes haïtiennes via Caraïbes culturelles. Depuis, cette chronique quotidienne fait école. Jovenel Casséus est aussi très dynamique dans le secteur de la communication globale en Haïti. Pour avoir fait ses études en communication sociale et en sciences de la gestion, il collabore depuis 2003 avec pratiquement toutes les grandes agences de la place comme voix, rédacteur publicitaire et consultant. En 2012, il a créé sa propre boîte, Master Media. Voulant saisir les avantages de la globalisation, Jovenel Casséus a lancé via Master Media depuis tantôt 1 an, dans le strict respect des droits d'auteur, la plus grande plateforme de musique haïtienne en ligne, www.haitismusic.com, une réunion des archives musicales haïtiennes des années 40 à nos jours. Grâce à cette initiative, le son et la créativité musicale des compositeurs haïtiens sont désormais disponibles en intégralité presque instantanément et gratuite sur la toile. Au milieu de toutes ces initiatives et réalisations, pour se faire songer constamment et à
tous et à toutes qu'une merveilleuse nation haïtienne est possible, Jean Venel Casséus sert l'administration publique haïtienne comme fonctionnaire au rang de directeur depuis 2012 au ministère de la Défense. Peu avant, il avait servi dans cette administration comme consultant en multimédia au ministère de la Culture et de la Communication sous l'auspice de Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, puis comme conseiller en communication au bureau du Premier ministre Gary Conille. Enfin, Jean Venel Casséus est marié depuis janvier 2009 à la dame née Daphné Cange. Ensemble, ils ont 3 jolies petites filles, Sarah, Manoa et Adassa. Rêveur, créatif, dynamique, patriote et optimiste, Jean Venel Casséus jouit d'une très bonne perception dans l'opinion publique. Il suffit ton regard. Jean Venel Casséus fait son passage à Délivrez-vous. C'est le poète que je reçois, c'est l'écrivain que je reçois, et je vous en donne la preuve tout de suite. Il y aura toujours tout de toi, tout de nous, tout de tous les instants dont on sert d'abat-joue. Ça s'appelle la poésie à la Casséus. Bienvenue Jean Venel sur ce plateau Délivrez-vous. Merci D'Angelo. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour parler poésie, pour parler de cette communication d'âme, parce qu'au bout du compte, plus que la religion, la poésie est la communication de l'âme. Un poète, c'est ce qu'il fait. Il communique et il est dans le niveau de l'âme. Il suffit ton regard. Voici donc un titre pétri d'une économie poétique, d'une diction poétique aboutie. Il suffit ton regard. Est-ce que tu te rappelles, dans ton processus de création, de fabrication de cette aide de langage, quand est-ce que ce titre s'est révélé à toi? Ça, c'est surgi, tout simplement. Et je ne m'en même pas compte. Et c'est après avoir trouvé ce titre que je me suis dit que ça, c'est profond parce que un regard, ça dit qu'on existe. Et je ne sais pas si tu as l'habitude de faire cette expérience. Si tu arrives quelque part, on ne te regarde pas, c'est comme si tu n'existais pas. Une femme qui te regarde te dit que tu existes. Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc tu penses que le regard met les gens dans l'existence. Exactement, exactement. Et c'est ma démarche à travers mon poème, c'est dire que rien que regarder, ça dit qu'on existe. Ouais, il suffit ton regard. Mais pour toi, comme poète, dans ta cabine d'écriture, quelle est la valeur d'un titre pour toi? Est-ce que c'est extrêmement important? Est-ce que c'est un petit peu important? Est-ce que c'est pas du tout important, un titre? Moi, je pense que depuis, si je rentre dans la littérature haïtienne, depuis Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, moi, je pense que le titre a une dimension vraiment spéciale. Et on est dans un monde où le marketing a une place extrêmement importante. Donc, je pense que de ce point de vue, le titre est très, très important. Et d'autant que, comme journaliste, je sais ce que cela peut signifier. Donc, parfois, avant d'écrire un article, c'est le titre d'abord que je cherche. Ouais. Et moi, je pense que pour ce livre, c'était vraiment important pour moi d'avoir un titre accrocheur. Et heureusement pour moi, ce titre a surgi par lui-même. Et c'est un livre qui est dédié à un certain nombre de femmes. C'est pour Daphné, c'est pour Sarah, c'est pour Manoa, c'est pour Adassa. Alors, cette orgie de femmes dans ta vie? Ah oui, je suis... Comme aurait dit Daniel Laferrière. Ah oui, je suis vraiment, c'est vraiment une chance. Je suis, comme je le dis toujours, un homme à femme. C'est ma femme et mon épouse. C'est ta femme? C'est mon épouse. C'est ton épouse, ok. Et puis, Adassa, Manoa, Sarah, ce sont mes 3 filles. Voilà, 3 filles. Ce livre vous est donc dédié, mes chères dames, mes chères jeunes filles. Attention, tu as fait une expérience particulière aussi, Jean Venel, pour la publication de ce livre. C'est une expérience que beaucoup d'auteurs haïtiens
n'ont pas encore fait, ils ne maîtrisent pas encore ce secteur. Explique-nous comment ce livre est-il disponible et comment tu as procédé pour le publier. Tu as utilisé des voies alternatives très novatrices en ce moment pour publier un livre. Oui, certainement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde très ouvert, très ouvert, et il faut profiter des avantages, surtout de la technologie. Aujourd'hui, l'Internet nous offre la possibilité d'être ici et ailleurs en même temps. Et quand j'ai publié ce livre directement sur Amazon, mes premiers acheteurs étaient en Asie, en Europe, en Afrique. Et parce que tout simplement, à la seconde même, le livre est disponible sur la plateforme d'Amazon partout dans le monde. Donc je me suis dit que c'est vraiment un avantage, que je dois en profiter. En 3 heures, j'ai formaté le livre, j'ai publié le livre. Et avec l'avantage que l'Amazon vous donne, c'est de pouvoir mettre disponible le livre en version papier sur commande. Voilà. L'art de la poésie est l'indiscipline de la capitulation des consonnes à contresens du non-sens. J'en ai ras-le-bol des lignes dont le feu vert ne donne pas accès aux âmes. L'informel de la géométrie de mes voyelles délimite mes limites et néant me projette au firmament du réel. On sent donc ce principe d'économie poétique. On sent que c'est une poésie confinée, concentrée, condensée. On sent que c'est une poésie qui se définit elle-même comme étant une indiscipline. Oui, et la poésie, c'est pour moi un langage qui n'est pas linéaire, mais qui doit servir aussi à communiquer quelque chose. Et dans ce quelque chose, je dirais que le plus important, c'est l'âme. Et le tout premier texte du livre que tu viens de lire, c'est en quelque sorte ce que j'appelle souvent, c'est pour moi un manifeste, le manifeste de ma poétique. Et je dis, pour moi, la poésie doit communiquer quelque chose, la poésie doit dire quelque chose, même dans son indiscipline, il faut que ça parle à quelqu'un, il faut que ça touche l'âme. Ouais, que ça touche, que ça porte à l'action ou pas nécessairement? Oui, ça doit porter à l'action, parce que pour moi, communication, c'est, si vous voulez bien, ou si on veut bien, c'est manipulation, c'est action, il faut agir. Il faut faire agir par l'acte de communiquer. Et comme pour moi, la poésie, ça doit servir à communiquer quelque chose, donc ça doit permettre, ça doit pousser à agir. Jean-Venel Casséus, tu es ma terre promise, mon amour. Tu es mes fleurs du mal, mon amour. On sent que tu écris avec ta mémoire littéraire aussi. Mes fleurs du mal, Baudelaire. Ah oui. Et ce texte, je dirais, c'est un exercice de mettre en évidence ma petite culture poétique. Et c'est vraiment un jeu. Je m'en suis retrouvé et communiquer, partager, voyager à travers différents poètes que j'aime. C'est quand tu écris ensuite, troisième paragraphe, tu es cette fenêtre qui s'ouvre pour inventer le soir à partager mon vers. C'est Philoctète. C'est Philoctète. Ouais. Tout part de toi pour s'accomplir en toi. Alors, ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Je n'avais pas saisi le référent, justement. Je me disais, ça, ça c'est quoi? Ça vient d'où? Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la tu Bible. demeures un chrétien? Je suis de culture chrétienne, je dis toujours. Et je suis né dans cette culture. Je ne suis pas chrétien, mais je suis de culture chrétienne. Donc, Cantique des Cantiques. C'est donc un hymne total à la poésie. Quant à ça. Mais j'invite tous les chrétiens à lire et relire ce livre de la Bible qui s'appelle Cantique des Cantiques. Tout part en toi pour s'accomplir en toi. Ça, c'est pour Daphné aussi. Certainement. Tu es cette petite fille au regard d'île verte de souffrance. C'est là que tu t'adresses à tes filles en faisant encore un petit clin d'œil à Lionel Trouillot avec cette fille au regard d'île. Donc pour toi, il n'y a pas de poète sans culture littéraire, Jean-Venel Casséus. Il n'y a pas de poète, il n'y a pas d'écrivain sans lecture et il n'y a pas encore davantage pour être poète, à mon avis. Ouais. Et comment toi tu écris? Tu es debout, tu es assis, tu es couché, tu marches. Quelle est ta méthode de travail?
Non, il n'y a pas de méthode pour moi. Surtout quand il s'agit de poésie, ça vient, ça t'attrape et ça sort. J'ai mobilisé le mot travail, qui vient donc du latin tripalium, qui signifie torture. Donc, celui qui travaille, il se torture. Nécessairement, c'est de la torture, le travail. Est-ce que pour toi, la poésie, c'est un travail? Est-ce que le poète, il travaille dans le sens étymologique du mot travail, qui veut dire torture? À mon avis, non, parce que une poésie, ça vient toute seule et ça t'attrape, comme je le dis tantôt, ça t'attrape et ça sort. Tu n'as pas, à mon avis, ou de par mes expériences, tu n'as pas à chercher un poème. Ça te cherche, ça t'attrape et ça sort par toi-même. Jean-Venel, tu as plusieurs casquettes. Je les balancer au début de l'émission. Où est-ce que tu trouves le temps de créer? Tu as un cadre dans l'État haïtien, tu fais des études, tu pars bientôt faire un doctorat, tu as une vie de famille, femme et enfant, 3 enfants, c'est pas de la petite blague. Ou est-ce que comment tu as pu dégager du temps pour il suffit ton regard? Premièrement, je vais me répéter un petit peu, une poésie, ça t'attrape. Et ma porte d'entrée, je dirais, dans le monde littéraire, c'est la poésie. Je dis toujours que j'ai une dette envers la poésie et j'essaie tout le temps de trouver du temps pour lire et pour écrire, pour exercer. Et même quand ça vient, je dois le préciser, même quand ça vient, et un poème, et il faut s'exercer aussi. Il faut lire. En lisant, on s'exerce et ça devient, et ça t'habite. Et quand ta muse t'appelle, quand ta muse vient en toi, quand ta muse t'habite, et un poème sort. Donc moi, je ne cherche pas à créer un temps pour écrire de la poésie. Ça vient à minuit, ça sort. Ça vient à 2 heures du matin, ça sort. Ça vient à midi, ça sort. Ouais. Et Jean-Venel, tu écris « Nous sommes l'autre bout de l'homme. Quand l'amour se réinvente, c'est de nous deux qu'il s'évapore. Nous sommes les derniers gestes de l'adolescence. » Ça, j'adore ce vers. Nous sommes les derniers gestes de l'adolescence. Un cœur ouvert à 2 battants, aux mères en déroute. Mais je reviens au premier vers, quand l'amour se réinvente. Est-ce que l'amour aurait 2 temps de définition? L'amour défini par la poésie et l'amour défini dans, si tu veux, son actualité concrète, dans sa concrétude, entre le fait d'aimer physiquement, genre quand Alphonse, qui réalise cette émission, aime une femme, est-ce que c'est le même amour quand l'amour est écrit dans un poème? Et pour moi, l'amour, quand il se trouve dans un poème, est pour moi tout naturellement charnel. Donc, c'est de cet amour que je parle. Dont tu parles. Jean-Venel, est-ce que l'amour, au fait, ce que je veux dire dans le fil de ma question, n'est pas sublimé dans le poème, dans le sens où il prend une valeur qui ne correspond pas à sa concrétude. Enfin, genre, voilà. Oui, certainement, certainement, je suis tout à fait d'accord. Il est surévalué. Il est surévalué dans le poème. Oui, certainement, certainement. Et c'est ça l'idée, c'est ça qu'on cherche, parce que, à mon avis, l'amour doit être au-dessus. On doit aller chercher l'amour ailleurs. On doit, même quand on le trouve, on doit essayer de le pousser davantage pour aller le chercher. On le pousse, on le cherche. On le pousse, on le cherche. Et c'est ça, c'est cette dynamique qui rend l'amour subliminal. J'ai capté au vol comme ça dans ton discours le mot charnel. L'amour serait donc charnel à ton avis. Tu penses que le but ultime de l'acte d'aimer, c'est la position horizontale? Non, pas forcément. Pas forcément. Et j'aime ma fille. J'ai un amour sans fin. Nous sommes dans l'amour père-fille. Mais dans l'amour entre femme et homme, je veux dire. Genre quand Fekir aime sa femme, Fekir qui filme cette émission, est-ce que l'objectif, le but ultime... Pas forcément horizontal, ça peut être vertical aussi. Ça, là, vraiment, tu casses mon fil. Le mec, il me dit, on peut varier. On peut passer de l'horizontale à la forme oblique, verticale. Ça peut partir dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais l'amour platonique, ça ne te dit pas grand-chose? Bon. Un amour sans sexe, est-ce que ça te paraît envisageable? Oh, ça existe, c'est pratique. On est bien obligé de vivre au moins
une fois dans sa vie, une expérience pareille. L'amour platonique. Ouais. J'imagine que du temps où tu étais vraiment chrétien, tu étais bloqué là-dessus, quoi. Dieu, c'est... Tu couches pas, mon gars. Dieu n'aime pas les gens qui couchent, du moins avant le mariage. Bon, déjà, je ne sais pas quand on est ou quand on était vraiment chrétien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tout simplement, je sais que oui, on peut, on doit essayer, tout au moins, d'aimer, de lier, de nouer un amour platonique. Comment tu peux définir l'amour Jean-Venel pour différentes tranches d'âge? Un enfant qui a 10 ans, une jeune femme qui a 20 ans, une jeune femme qui a 40 ans. Aurais-tu trois définitions de l'amour? Pour l'enfant qui a 10 ans, qu'est-ce que l'amour? Comment tu définirais cette chose pour l'enfant? Tout simplement, un enfant qui a 10 ans, l'amour pour lui, c'est l'amour de sa famille. C'est l'amour de son père, c'est l'amour de sa mère. Et ça reste dans ce cadre. Et pour une femme qui a 20 ans, quelle serait ta définition de l'amour? Si Oui, une jeune femme non. regarde maintenant cette émission et a 20 ans et tu dis, Jean-Venel, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est ce que tu ressens. C'est ce qui te rend bien. Ouais. Mais à Aussi simple 45 que ans ça. maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une femme de 45 ans. C'est une autre façon d'aimer, j'imagine. Comment tu définirais l'amour pour une femme de 45 ans? Ça dépendra de ses expériences de la vie. Et c'est à partir de... je dirais que c'est la somme de ses échecs, ou encore c'est la différence entre ses échecs et ses réussites qui déterminera son positionnement par rapport à cette réalité qui est là. Ouais. Et puis comme on parle d'amour, est-ce que tu ne penses pas, Jean-Venel, que dans les couples, après 5 ans de relation, après 6 ans de relation, est-ce que l'amour est toujours dans la partie? Est-ce que ça ne se joue pas sur des habitudes et sur un management institutionnel, dans le sens où la relation est devenue une institution avec des intérêts, avec des enjeux qu'il faut conserver, mais on n'est plus autant de l'amour passionnel, l'amour charnel, l'amour fou. Ça dépend du couple. Ça dépend du couple. À mon avis, les réalités de chaque couple ne sont pas les mêmes. Et dépendamment de l'origine aussi de la relation. Pour ce qui me concerne, et en janvier 2019, j'aurai 10 ans de mariage et c'est l'amour parfait. Daphné, mes compliments, Daphné. 10 ans que ça dure, cet homme, il t'adore. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Il suffit ton regard, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Avec le temps, tout s'envole. Il y a tout, il y a toi. Il y aura toujours ton visage à offrir aux miroirs orphelins. Il y aura toujours ton sourire aux jointures des murs, des rires et des chansons. Avec le temps, tout s'envole. Qu'est-ce que le temps, Jean-Venel, pour toi? Le temps, c'est ce qui se dégrade tout naturellement. Et avec le temps, on change forcément. Et avec le temps, on n'est plus la même personne, forcément. Mais avec le temps, l'amour, ça peut grandir. Oui, on prend l'ingénieur de son qui fait cette émission. René, ça fait 28 ans que René est avec sa femme. Fekir, c'est 20 ans que ça dure. Mais est-ce que l'amour a besoin du temps pour se renforcer? Oui, forcément, l'amour a besoin du temps. Et à mon avis, l'un des éléments les plus importants dans cette dynamique, c'est la communication. Ouais, la Tant communication qui est
Au centre de tout. au centre de tout. Maintenant, et le Tant cas- qu'on peut se comprendre, Mhm. donc on peut aimer. Est-ce que tu penses qu'on peut être en amour avec quelqu'un sans faire l'amour avec ce quelqu'un? Normalement, je suis en amour avec mes amis, je suis en amour avec Non, mes je frères. suis dans le cas, toujours dans le cas entre femmes et hommes. Oui, ou, oui, ça Ou arrive. dans le cas de homme à homme, un couple Oui. homosexuel ou femme et femme. Oui, oui, Voilà. oui, ça arrive tout le temps. Je suis en amour avec certaines femmes sans faire l'amour. Ouais. Bon, Daphné, j'espère que tu vas prendre ça pour une phrase d'émission. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de crise après. Tu as dit ça à son émission. Quelles sont ces femmes avec lesquelles tu es en amour? Je me souviens de ton sourire. Il y a des yeux dans ton sourire. Je me souviens de ton regard. Il y a un rire dans sa manière. Quand tu me regardes et tu ris, les yeux d'Édith saisissent les miens pour contempler la vie en rose, en chair dans ta chair, en vagues sur ta peau, en gémissement dans tes cris. Quand tu me regardes et tu ris, les trottoirs investissent les rues et m'accompagnent sur ma route avec ton rire et ton regard. Tu as beaucoup de zones du corps qui sont prises au ralenti dans ta démarche poétique. Donc, est-ce que ton poème est un poème du corps, un poème qui est proche du corps? Comme on a pratiquement parlé pendant toute l'émission de la femme, pour moi, c'est l'élément qui inspire davantage. Et à mon avis, le corps d'une femme, chaque partie du corps d'une femme est source d'inspiration. Et si on met feu dans le corps d'une femme, on te demande de sauver une partie. Quelle partie tu sauverais? Le sourire. Ça, c'est pas mal. Hein? C'est pas le sourire. Hein? C'est comme pour Cocteau. On dit à Cocteau, si on met le feu à ta maison, on te demande d'emporter quelque chose dans la maison. Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Cocteau répond, le feu. Ça, c'est pas mal. Le mec, il dit, ben voilà, j'allais prendre le feu, quoi. Mais Donc, le sourire d'une femme, c'est sacré. ouais. Si tu parviens à faire sourire une femme pendant 10 ans, Ouais. vous êtes un génie. 10 ans qu'elle continue à sourire. Tout se joue dans le sourire et ce sourire-là est une véritable source poétique. Quand on est en amour avec quelqu'un, à mon avis, c'est ce qu'on doit chercher au quotidien, seconde par seconde, minute par minute. Ouais. Ouais. C'est toujours la possibilité de faire sourire l'autre. Ouais. La nuit se dépouille de ses brises et mes verbes assiègent tes seins. Depuis, 3 points de suspension. Chaque baiser se réclame de nos lèvres, chaque lèvre s'enlise dans tes mouvements, de la rotation de tes prunelles à la révolution de tes sens. Je reviens au premier vers. La nuit se dépouille de ses brises. Est-ce que tu penses que dans toute opération de création poétique, la nuit comme espace est un lieu éminemment approprié pour faire poésie? Oh, quant à ça. Parce que la nuit est tout naturellement calme. La nuit, surtout, apporte de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et dans ce poème, moi, je pense que le complément est tout aussi important qui est le second vers. Ouais. Après les nuages, le ciel. Plus loin que le ciel, l'envie. Plus haut que l'envie, l'inertie. Au-dessus des inerties, l'orgasme. Puis, 3 points de suspension, j'en passe. Est-ce que, je ne sais plus qui a dit, plaider, c'est bander, et convaincre, c'est jouir. Je ne sais plus, mais je trouve la formule magnifique. Hein. Plaider, c'est voilà quoi, c'est bander, et convaincre, c'est jouir. Là, tu me dis, au-dessus des inerties, l'orgasme. Est-ce qu'il y a un orgasme poétique dans la cabine de création d'un poète? Genre, quand le poète trouve le bon vers, c'est comme un orgasme. Certainement. Et moi, je pense que même pas simplement un poète, un journaliste qui écrit un bon article, et après le dernier mot, et tu te dis que ça, c'est bon. Ça. Et surtout dans la démarche journalistique, quand tu parviens à trouver le bon titre, tu te dis que c'est comme un orgasme. Ouais. Tu te dis, waouh, il faut le mot. Quelle trouvaille. Mais tu as aussi les 3 points de suspension. Quelle est, si tu veux, leur utilité? Est-ce que c'est parce que quand tu écris,
tu parles aussi. Et tu prends la pause. Est-ce que c'est de cette façon-là que tu produis? Quelle est l'utilité de ces 3 points de suspension? Même dans le titre, Ouais. tu as tes 3 points de suspension. Moi, quand j'écris un poème, en fait, tous mes poèmes sont écrits pour dire. Moi, je dis toujours mes textes dans ma tête en les inscrivant sur une feuille. Et pour moi, chaque point de suspension est un soupir. Et dans la majorité de mes textes, il y a un soupir qui les accompagne. Mais dans le poème que je viens de lire, là, à la page 7, après les nuages, le ciel, plus loin que le ciel, l'envie, plus haut que l'envie, l'inertie, on sent qu'il y a une gradation. On sent que tu es proche des figures de style également. Oui, et donc j'aime Philoctète, j'aime Aragon, comme je te le disais tantôt, et j'aime Neruda. Et il y a ce jeu dans leurs textes que j'adore et que j'épouse. Oui, carrément. Mais tu erres par toutes les saisons pour semer l'amour avant que la faim mange ses hommes. Donc, la faim mange des hommes, Jean-Venel Cassius. Forcément, partout dans le monde. Et tu penses que les 6 et 7 juillet, c'est la faim qui était dans les rues? C'est la faim qui a habité le bitume? Entre autres. Entre autres. Ouais. Mais quel autre élément tu as senti comme poète, comme observateur de la scène politique haïtienne? À mon avis, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a un ras-le-bol de cette gouvernance actuelle. Il y a un ras-le-bol de la gouvernance générale du pays depuis quelques années. Moi, je pense qu'il y a une frustration qu'on vit depuis quelques années qui peut aboutir à ce que j'aurais appelé une fureur populaire qui peut être néfaste. Absolument. Je marche par tous tes pas, te livrer aux mots qui partent et qui reviennent sans que demain nous appartienne. Demain, la molécule demain. Comment faire demain, Jean-Venel Cassius? Est-ce que tu penses que la poésie peut aider à inventer demain? C'est ce que je fais. Quand on écrit un livre, à mon avis, c'est ce qu'on fait. On essaie de créer son demain. Et moi, je pense que ce livre restera certainement après moi. Donc, c'est mon demain après moi. Ouais. Et je voudrais maintenant savoir comment Daphné, ta femme, a reçu ce livre. Elle a lu le manuscrit ou elle a lu le rendu imprimé? Elle a lu chaque texte. Chaque texte, et parce que c'est quand même un regard important pour moi. Et il suffit son regard pour dire que ça, c'est bon. Ouais. Tout carrément, quoi. Je vole par toutes tes tresses pour désorienter ma mort, soigner mon cadavre aux urgences de tes fesses. Au final, aucune folie n'est imparfaite. J'aime bien le fait que les fesses interviennent là comme ça dans le poème. Parce qu'on a tendance à penser que certaines parties du corps ne sont pas poétisables. Mais les fesses peuvent constituer matière poétique. C'est ce que tu nous prouves là, Jean-Venel Cassius. Comme je te l'ai dit tantôt, chaque partie du corps d'une femme, principalement, pour moi, c'est un acte poétique. Ouais. Mais on comprend aussi que dans l'imagerie amoureuse masculine haïtienne, les fesses détiennent une place importante. Les jeunes femmes sont très complexées par rapport à leurs fesses. Quand elles font des selfies, il y a toujours cette tendance à montrer ses fesses, tu vois. Les hommes haïtiens regardent beaucoup les fesses. À ton avis, pourquoi il y a ce fétichisme des fesses? Et peut-être même au-delà de cet aspect charnel, et les fesses dans la culture haïtienne ou dans la culture nègre en général, je dirais, a une place très importante. Par exemple, en Haïti, j'ai un problème dans Moudam. Et j'ai l'argent dans Moudam. Oui. Tout se passe dans le Moudam. Tout se passe. Donc, ça a une dimension peut-être. Ah oui. Que, ouais, bon. Le mec, il dit, mon belle caille dans Moudam, mon belle machine dans Moudam, mon belle femme dans Moudam. Tu te dis, yo mec, c'est pas dans ton Moudam, les trucs. Donc, ça, je ne sais trop pourquoi, mais ça a une place importante. Peut-être que, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Il faudrait que les sexologues, que les sociologues nous disent pourquoi tout se passe dans les bundas des Haïtiens.
Mesdames et messieurs, Ce que j'aime, c'est. Vas-y, Gardons rifia dans mon dal. Gardons sous-rifia. ça je connaissais pas. Ça je connaissais, c'est pas mal. Hein? Gardons Rifi à Boudal. Ouais, Ça c'est pas mal, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, vous suivez des livres et vous, aucune folie n'est imparfaite. Aucune folie n'était parfaite. Et vis ta folie comme tu la sens. Vis ta folie comme tu l'entends, parce qu'aucune folie n'était parfaite. Il suffit un regard. Jean-Venel Casséus, ça se passe sur la télévision Caraïbe, ça se passe sur le plateau des livres. Et vous, ça se passe avec Jean-Venel Casséus. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Le temps de votre deuxième respiration. Allez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Au bar, la vie se passe de ses prestiges pour s'admirer dans ton regard. La table est ronde comme le soleil quand c'est Roumain qui nous unit. Entre ma folie et ta joie, ta démarche et tout le reste, la rosée se laisse gouverner pour réorienter l'histoire. En toutes circonstances, je tiens l'amour pour vrai. Ça, c'est un hommage aussi que tu rends à Jacques Roumain. Certainement. On voit le gouverneur de la Rosée. Mais tu tiens l'amour pour vrai, quoi. Tu reviens toujours à l'amour. Mais si un taquin te dit, Jean-Venel, ce n'est pas possible d'aimer dans la mesure où, lorsqu'on prétend aimer, ce n'est qu'une tentative de ramener l'autre à nous-mêmes, de réduire l'autre à nous. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? En quoi c'est vilain d'essayer de réduire l'autre à toi ou que l'autre essaie de te réduire à lui. Pourquoi c'est vilain? Parce que, à mon avis, nous sommes nous. Et il y a un vers dans ce livre qui dit « Je suis dans nous ce que nous sommes ». Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait cette quête que toi, D'Angelo, tu sois moi, et moi, toi, et moi et toi, moi et moi, qui est toi, soyons-nous. Ouais. Est-ce que ta vision de l'amour, c'est une vision fermée de la chose? C'est-à-dire, il n'y a pour toi d'amour que quand la relation est fermée entre deux personnes, où il n'y a pas de liberté sexuelle ou amoureuse, où les deux personnes qui sont en amour n'ont pas le droit d'avoir des amours parallèles, comme aurait dit Simone de Beauvoir. À mon avis, non. Donc tu optes pour un modèle amoureux fermé. Oui. C'est une femme, un homme, ou deux femmes ou deux hommes, ça dépend. Hein. On est occidentaux, moi je crois que c'est la doctrine. Tu penses que c'est lié à ton éducation chrétienne? Oui, c'est pourquoi on a une famille, c'est pourquoi on est occidental, à mon avis. Donc, c'est comme c'est la doctrine, comme c'est la culture, moi, je m'attache à cette culture. Ouais, voilà. Je m'installe dans tes yeux, me voici, Véniel, de tes regards. Je m'installe dans ton cœur et je danse son rythme, caressant le mal des mots. Je me suis fait souffle, ne vivant que de toi. Me voici dans ton jardin, avec le serpent qu'il nous faut, peu importe les fuites, trinquons à nos péchés. Là, nous sommes dans Genèse, nous sommes dans presque un culte du péché. Tu dis là, trinquons à nos péchés. Est-ce que tu penses que l'avantage avec le péché, c'est qu'au moins il est bon? Oui, d'abord, je dirais toujours que, dépendamment de là où on se situe, le péché, dans le cadre chrétien, c'est mauvais.
dans le cadre de mon livre, le péché est beau. Oui. Ce péché est bon. Tu dis, me voici dans ton jardin avec le serpent qu'il nous faut. Sauf que là, serpent peut recevoir une autre gamme de significations. Certainement. Mais qu'est-ce que le serpent ici? C'est ce que tu penses. Exactement. C'est exactement ce à quoi je pense. Le serpent qu'il nous faut, peu importe les fuites, trinquons à nos péchés. Mais ça continue, hein. Quand le bon Dieu était un ange, on jouait à la belle étoile. La lune était une mangue prête à tomber dans ma paume en toute complicité. Je n'oublie jamais ce temps-là qui a vu grandir le bon Dieu, piétinant ma petite enfance. Donc, le bon Dieu, tu penses qu'il aurait eu une petite enfance aussi? Tu penses qu'il aurait passé par des phases, ange, archange, ou tu n'es que dans le jeu poétique? Je suis dans le jeu poétique. Je suis dans le jeu poétique et pour moi, ici, le bon Dieu signifie autre chose. Ou pour le lecteur aussi, ça peut signifier ce qu'il entend. Et là, vraiment, on est dans le jeu poétique. Oui, mais on est aussi dans une mémoire, on va dire carrément chrétienne, que tu mobilises Dieu, ça prouve encore… Je suis de culture chrétienne, je le dis. Oui, voilà, que Dieu est là, quoi. Et mot à mot, les mots MAUX nous inondent. De quels mots tu parles? Quels sont ces mots qui vous inondent dans votre amour? C'est d'abord la famille, ensuite l'amour, puis le mot en soi. Parce que est-ce que le mot MOT peut constituer pour le poète que tu es un vrai espace de torture quand il faut que tu trouves le mot juste, quand il faut que tu trouves la charge de signification exacte? Oui, à la fois en tant que poète et en tant que journaliste, ou de manière générale en tant que communicateur. Et on joue tout le temps, on joue quotidiennement avec le mot, avec les mots, et si tu veux bien. Et à chaque fois, on doit trouver les mots justes pour dire ce qu'on doit dire justement. Donc, dans ce cadre-là, ça peut devenir une torture. Mais dans d'autres lieux, par exemple le lieu de la poésie, comme ça vient tout naturellement, ça dit ce que ça veut dire tout naturellement. Carrément. Le trottoir vide ses sens, là où survit se paie ma chair, alors qu'être n'est plus dans l'écho des poussières. Les sens se vident de ces trottoirs, laissant mon âme clocharde aux avenues sans femme ni ombrelle. Désormais, seule est ma solitude. Donc, même dans ce chant d'amour, il y a quand même des moments, des bulles de solitude. Il y a même un besoin de solitude et qui donne du sens, qui donne de l'essence à l'amour. Et c'est ce que, malheureusement, dans le cadre d'un amour charnel, certaines personnes ne comprennent pas. Ouais. Donc tu penses que… La nécessité de cette solitude, c'est vraiment une nécessité. C'est vraiment un besoin parfois d'avoir cette solitude. Ouais. Donc la meilleure façon d'être ensemble serait d'être seul de temps en temps avec soi-même. Ou parfois. Ouais, pour être frais afin de pouvoir aimer l'autre. Certainement. Sauf que les femmes, des fois, je ne suis pas misogyne, des fois elles ont un peu de mal avec cette notion de solitude. Quand tu dis il y a une femme qui sort avec toi, je veux être seul chez moi, je veux être seul un moment, la chose n'est pas toujours bien reçue. Hein. Oui, certainement. Et sans comprendre que elle, cette femme, a aussi certaines fois besoin de cette solitude, a aussi besoin de ce temps d'être seule avec elle-même pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux se comprendre et comprendre l'autre aussi. Il y a aussi une petite place pour la danse dans ton livre. Nos sueurs jettent leurs baguettes aux pentes glissantes du Yanvalou. Seuls, nous descendons la gloire des notes creuses du minuit. Seuls, dans le brouillard du silence, nous grignotons l'espoir pour repeindre la nuit. Aucune page n'est trop blanche. Mais la danse est là, la page blanche, le silence, et on grignote quand même l'espoir. Ah oui, il faut toujours grignoter l'espoir. Toujours grignoter l'espoir. Moi, à mon avis, l'élément qu'on ne doit jamais perdre, c'est ça, c'est l'espoir. Tu penses que tu es un profond optimiste? Tu te définis comme ça? Oui, un positiviste, un optimiste fou.
Ouais. Mais maintenant, Jean-Venel, ce livre est disponible, on l'a dit au début d'émission, sur Amazon. Et comment les gens, de manière pratico-pratique, peuvent-ils avoir accès à ce livre? En Haïti, d'ici la semaine prochaine, et ce livre sera disponible dans toutes les librairies. Donc, c'est ça bien facile. Et aussi, dans certaines bibliothèques, les jeunes peuvent avoir accès au livre. Ouais. Mais malheureusement, tu pars bientôt, Jean-Venel. Tu pars quoi? Presque 3 ans. On n'aura pas de vente signature du livre en Haïti d'ici là. J'imagine qu'il y a des gens qui aimeraient te rencontrer, qui aimeraient discuter avec toi sur ton univers poétique, ton multivers poétique. Donc, est-ce que tu penses que c'est envisageable que tu organises soit aux États-Unis où tu vas étudier ou ici? Certainement, certainement. Il y aura des allers-retours qui me permettra de faire ces activités. Oui. Jean-Venel Casséus, ce livre est quand même, tu as pu faire un dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Oui. Et la question des droits d'auteur aussi doit être gérée au plus vite. Mais tu fais un appel aussi dans ce livre. Peuple, ne fredonne plus les lignes obliques de l'horizon. Caricature tes ondes aux murailles qui te sciaient et marche, Hiroshima, des gravats et des bouts. Il y a aussi ce côté appel à la révolte, quoi. Tu veux que ce peuple ne reste pas couché? Mais non, c'est même pas envisageable. Un peuple doit exiger tout le temps, ce qu'il veut. Peuple tout en feu, tout en flamme, extradé des orbites pyromanes. Tu as du feu là. Est-ce que tu penses que le peuple haïtien, voici la question que j'aurais jamais dû poser dans ma carrière de journaliste, est-ce que tu penses que le peuple haïtien est un peuple de pyromanes? Non, mais dépendamment de ton positionnement, le feu n'est pas forcément feu. Et le feu peut vouloir dire aussi exiger et réclamer pas comme tu le sens. Comme tu le sens. Donc, si tu sens que tu dois utiliser le feu concret, vas-y. Mais s'il y a d'autres moyens, ouais, on peut les utiliser. On peut les utiliser aussi. Mais maintenant, comme nous parlons de peuple, comme nous parlons de collectif, est-ce que tu pourrais parier sur l'existence d'une intelligence populaire? Ou est-ce que pour conduire le peuple, il faut toujours qu'une élite s'en détache et organise la vie de ce peuple? Oui, à mon avis, c'est pour cette raison que l'État existe. L'État, c'est à mon avis, cette élite qui dirige le corps social. L'État, par définition, c'est le gestionnaire, le manager du corps social. Donc oui, il y a ça. Mais quand tu parles de l'intelligence populaire, moi je dirais plutôt qu'il y a une culture populaire. Et quand l'État ne fait pas ce qu'il a à faire, il y a, je dirais, une fusion de tout ce qu'on est qui se dégage et qui agit. Reparlons brièvement et rapidement, Jean-Venel Casséus, de tes dettes artistiques et esthétiques. Dis-nous, quel poète t'a fait savoir que toi aussi tu étais capable de poèmes? Et j'ai bien aimé qu'au début de l'émission, tu as partagé avec les téléspectateurs un texte de Davertige. Allez, fais le show. Oh ma Barigord. La ville que j'ai créée pour toi en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps. Sur leurs tiges que les vents bâillonnent au milieu des forêts qui résonnent nos sens. Les arbres sont debout qui connaissent nos secrets. La vie est belle après avoir dit un texte pareil. Non, mais moi j'ai adoré le vers où il dit « Oh ma Barigord, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras. » Donc tu dis, mais comment il a trouvé ça? En prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Donc Davertige est important dans ton panthéon personnel. Exactement, Davertige. Et René Philoctète, c'est pour moi un génie de la poésie. Et je ne sais pas si tu as pu le lire. Il dit le rose, mon poème, des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, piqûre d'abeilles au sang des fleurs. Il dit de toi des choses rares. Ton rire jette d'eau dans le bassin. Tout mon poème est de toi.
ma pensée faite chair, marga de ma résurrection, fleur poussée dans ma poésie. Ça, c'est René Philoctète. Ça, c'est René Philoctète. Pour moi, c'est un génie Ouais. de la poésie. Et il y a aussi Louis Aragon, que Ouais. j'aime beaucoup. Avec Il y a son Louis fameux Aragon, Les ouais. yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. J'aime beaucoup l'écriture poétique de Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, Ouais. oui. Et donc, oui. il y Ça a- il y te a- fait un grand panthéon là. Hein? Ah oui. Donc Jean-Venel Casséus vous propose, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Aragon, poète français, surtout son fameux Les yeux d'Elsa, d'Avertige, René Philoctète, Lionel Trouillot. Voici donc un aéropage poétique dont vous devriez vous en saisir. J'aime beaucoup Haïti littéraire dans son ensemble. Ouais. Les poètes d'Haïti littéraire, pour moi, sont des modèles. Ouais, carrément. Mais on sait que tu as beaucoup fréquenté le milieu culturel, quoi. Très jeune, dans ta toute vingtaine, tu étais dans toutes les soirées littéraires, poétiques ouais. et tout. Tu penses que ça t'a poussé vers la création, le fait de fréquenter ces milieux-là, tout jeune? Moi, je pense que c'est surtout l'inverse. C'est ma passion pour la création qui m'a poussé vers les événements culturels. Ouais. Jean-Venel Casséus, le questionnaire de Proust. Quel est le principal trait de ton caractère? Curieux. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Audacieux, ambitieux. Ouais. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? Sagesse, Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? sincérité, Quel est ton principal défaut? impatient, Quelle est ton occupation préférée? écrire, Quel est ton rêve de bonheur? avoir une belle famille, Quel serait ton plus grand malheur? je ne pense jamais au malheur. Je ne pense jamais au malheur parce que j'essaie toujours de... Tu es dans le bonheur, quoi. Ouais, je vis à 100% dans le bonheur parce qu'à mon avis, il faut toujours... Et quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, ça m'a habité depuis. Et il faut toujours essayer de renverser son chaos. Et Toujours. je suis toujours dans Ouais. cet exercice. De renverser le chaos, de chevaucher tes chutes, Exactement. comme aurait dit Franck Etienne. Quel est le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? La Suède, Carrément. Quel est ton mot préféré? amour, Quel est le mot que tu détestes? malheur, Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? le métier que j'exerce, journaliste, Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? le cheval, Quel est le son ou bien le bruit que tu détestes? le bruit, Est-ce qu'il y a un personnage historique que tu méprises particulièrement? particulièrement un personnage historique. Adolf Hitler, ouais. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? J'ai tout ce que j'aurais voulu. Tu as une devise? Travail espéré. Tu as un juron préféré? Non, Et comment tu aimerais mourir? debout. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La paresse. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Tu as été généreux. Et quel est ton état d'esprit actuel? Heureux.
Jean-Venel Cassius, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Angelo, c'est un plaisir pour moi. Il suffit ton regard sera donc disponible très prochainement en Haïti. Allez donc vous abreuver de regards encore et encore, de poésie et de poèmes. Ça n'a jamais tué personne. De toute façon, il n'y a aucune différence de principe entre un poème et une poignée de main. Place maintenant à la rubrique Temps Science de cette émission. Et là, nous allons parler de la théorie du Big Bang. Allez, respirez. Nous sommes présentement dans la rubrique Temps Science de l'émission et nous allons aujourd'hui parler de la naissance du monde. Nous allons parler du Big Bang. J'ai avec moi Maître Philippe Junior Volmar. Maître Volmar, ça va la vie, toujours le bonheur, tu pètes la forme? Moi, oui, et apparemment. Mais le bonheur sera toujours là, que je pète la forme ou pas. Ouais. Maître Volmar, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement sensible. Un sujet qui va vraiment intéresser le grand public. Nous allons nous attaquer à une grande question existentielle, métaphysique, philosophique, scientifique. D'où venons-nous? Comment le monde, comment l'univers, par quel procédé l'existant existe-t-il? Le Big Bang, Maître Volmar. On va commencer par cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire, Big Bang? Bon, et déjà, le mot Big Bang n'est pas un mot scientifique. C'est un mot qui a été rendu public par les médias. Parce que lorsque les scientifiques expliquaient le phénomène, et donc il y a des journalistes qui ont dit « That's a Big Bang ». Et puis le terme Big Bang est resté. Donc, ça c'est pour le terme. Pour le mot. Terme. Maintenant, le Big Bang en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une singularité. Et quand je dis singularité, c'est les gens doivent imaginer tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui existe, se concentre en un point. Et quand je dis point, ce n'est pas un point comme ils font sur leur papier. C'est une surface très petite. Et tout l'univers est concentré dans un point avec une température qu'on ne peut pas imaginer. Et à un moment de la durée, mais bien entendu, dire à un moment de la durée, ça n'a déjà pas de sens puisque le temps n'a pas encore pris naissance à ce moment-là. Donc ce point s'est agrandi rapidement, plus vite même que la lumière. Et c'est la rapidité du développement de cette singularité qu'on appelle Big Bang. Est-ce que les scientifiques savent ce qu'il y avait comme élément dans ce petit point? Au fait, ça, à cette question, si les scientifiques savent, le verbe savoir est très important, ils ne savent pas encore. Parce que on parle de singularité parce que ce sont des résultats mathématiques. Des résultats mathématiques qui aboutissent à la singularité. Mais c'est moins une singularité dans les faits qu'une limite au savoir de l'homme. Donc c'est un problème épistémologique déjà. Ouais, qui est posé. Donc ce n'est pas que les scientifiques savent ce qui s'est passé vraiment au point du Big Bang, mais les calculs, alors le point d'arrêt des calculs mathématiques s'arrête à la singularité. Voilà. Mais ce qu'il y a de vraiment scientifique, ce qui veut dire ce qu'il y a vraiment qu'on peut tester, qu'on peut vérifier, ben ça a commencé 380 000 ans après les débuts de l'univers. L'univers a quoi? 4,6 milliards d'années? C'est ce que les gens doivent savoir. 13,5 milliards d'années. La Terre a 4,6 milliards d'années. La Terre, ouais. Ou du moins tout le système solaire, ainsi que le Soleil. Mais l'univers, c'est 13,5 milliards d'années. 13,5 milliards d'années. Si on essaie d'arrondir. Ouais, alors ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a deux façons d'expliquer l'origine du monde. Soit vous êtes croyant, soit vous croyez en Dieu, en Jésus, en Mahomet. Donc, dans le cas de Jésus et de Dieu, tout a été créé en 6 jours. Mais la science propose une théorie qui s'appelle le Big Bang. Donc, je ferai attention en disant « propose », parce que ça donne un champ aux créationnistes qui veulent que ce genre de théorie soit, que la création soit l'équivalent de cette théorie. Alors que ce n'est pas le cas. Okay? Le créationnisme, c'est un récit qui se trouve dans un livre qu'on appelle la Bible, auquel on y croit. Oui. Alors que ce qui est dit dans la science, ce n'est pas proposé, ce sont des recherches et qui sont vérifiées au laboratoire et qui continuent d'être vérifiées. Comme par exemple, on a abouti à la question du Big Bang à partir des observations d'Edwin Hubble, un scientifique,
un astronome mais quelque peu amateur aussi, parce qu'il était catcheur. Il était catcheur. Donc il a découvert que les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse extraordinaire. Donc, à force de calculer, on a fini par découvrir que l'univers grandit. C'est comme si on gonflait un ballon d'autruche. L'univers est en pleine expansion. Et l'univers est en expansion, je voulais ne pas dire le mot. Alors, l'expansion de cet univers a poussé les scientifiques à dire que si l'univers est à un point A et à un temps T, donc on devrait imaginer que dans des temps passés, l'univers n'était pas là, ou que cette galaxie qui s'éloigne de nous n'était pas à cette distance. Donc on a remonté le fil de ce qu'on observe maintenant pour imaginer qu'à un moment donné, tout était dans un point. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement, Maître Volmar, au moment du Big Bang? Eh bien, c'est là que je te dis qu'on est dans des hypothèses et des spéculations scientifiques, parce qu'on n'a pas encore cette capacité de vérifier ce qui a été fait au début, au tout début. Voyez? Mais ce que l'on sait, par contre, c'est que ce point s'est mis à s'étendre. Et s'étendait très rapidement, plus vite que la lumière, et c'est ce qui donne cette sensation d'explosion. Beaucoup aiment parler d'explosion. J'ai un collègue au Conatel, l'ingénieur Jose, qui justement me disait dans une discussion privée qu'une explosion ne peut pas créer de l'ordre, vu comment l'univers est bien organisé, vu la situation de la Terre déjà par rapport au Soleil. Si nous étions un petit peu plus derrière, ce serait trop froid. À la place de Vénus, ce serait trop chaud. La Terre est exactement dans cette position qui permet à la vie d'être abritée. Donc, il a proposé comme thèse, c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé la vie, parce qu'une explosion, dans le temps du Big Bang, ne peut pas provoquer de l'ordre. Déjà, ce n'est pas une explosion, et c'est une expansion extrêmement rapide, que les scientifiques n'ont pas trouvé d'autre moyen d'expliquer que de donner cette impression qu'il y a une explosion du genre. Mais c'est une expansion extrêmement rapide, mais plus rapide que la vitesse de la lumière, donc vous imaginez. Oui. Donc, c'est déjà ça. Et puis ensuite, la science a étudié cette affaire d'ordre. On parle d'entropie. L'univers n'est pas aussi ordonné qu'on le croit. Ça dépend d'où vous observez l'univers. L'univers n'est tellement pas aussi ordonné que dans quelques milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, rentrera en collision avec la galaxie la plus proche, qui est la galaxie d'Andromède. En collision, je dis. Et ça arrive tout le temps dans notre galaxie que des étoiles rentrent en collision. Assez récemment, dans les années 90, fin des années 90, les astronomes ont observé en direct une comète qui est entrée en collision avec Jupiter. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas l'ordre que nous pensons qu'il y a dans l'univers, ce n'est pas vrai. L'univers fonctionne de l'ordre vers le désordre, et c'est ce qu'on appelle l'entropie. Un exemple assez clair du fait que l'univers tend de l'ordre vers le désordre. Si vous tenez un verre entre vos mains et que vous échappez votre verre, il va se briser par terre. À aucun moment de la durée, vous allez voir le verre se reconstruire. Donc, ce qui veut dire, dès qu'un système tend vers l'ordre, vers le désordre, il ne peut pas revenir à l'ordre, sauf s'il y a de l'énergie. Ouais. Il faut mobiliser de l'énergie pour reconstituer le verre. Donc, cette sensation d'ordre que nous pensons qu'il y a, ce n'est pas vrai, c'est à l'échelle où nous observons le monde. Si nous observons le monde à l'échelle de la planète, nous pensons que la planète est très ordonnée. Pourtant, c'est faux. Et ensuite, il faut que les gens savent aussi que le désordre peut produire de l'ordre, tout en étant désordre. Ce n'est pas une transformation du désordre en ordre. Le désordre est là, dans son être, mais produit, émerge de l'ordre. Par exemple, la mer. On aurait pu avoir l'impression que la mer est très ordonnée, elle reste là où elle est depuis longtemps. Pourtant, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de particules qui s'entrechoquent sans arrêt et par hasard. C'est un désordre
L'eau, c'est un désordre. Le gaz que nous sommes en train de respirer, qu'on appelle l'air, c'est un désordre. Il y a des particules qui vont et viennent, qui s'entrechoquent, qui font toutes sortes de mouvements aléatoires, ce qui permet à Einstein d'avoir découvert, et pas Einstein, mais Einstein avait étudié ce qu'on appelle le mouvement bromier, qui fait que si vous observez une pollen dans un liquide, vous voyez que le pollen bouge. Et bien, le pollen bouge parce que incessamment des molécules d'eau, par exemple, si c'est de l'eau, rentrent en collision avec le pollen. Donc, il n'y a pas d'ordre réellement dans l'univers. Nous pensons qu'il y a de l'ordre, mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, plus un objet chauffe, plus il y a du désordre. Parce que la chaleur, la température n'existe pas en soi comme quelque chose que nous sentons qui est chaud. Ça, c'est ce que nous dit notre cerveau sur l'état des molécules. Donc, les notions d'ordre et de désordre sont donc des faits de perception. Plus un corps chauffe, plus il y a du désordre dans l'organisation des molécules. À preuve, une glace, c'est la cristallisation des molécules d'eau. Ils sont ordonnés. Maintenant, dès qu'on chauffe cette glace, eh bien, les molécules deviennent désordonnées, se transforment en liquide. Si vous continuez à chauffer, le désordre augmente, il se transforme en gaz. Voilà. Et si vous continuez à chauffer, eh bien là, vous allez passer à la 4e état de la matière, qui est l'état de plasma. Voilà. Maître Volmar, pour donc une présentation du Big Bang, qui est donc une théorie scientifique qui nous permet d'expliquer l'origine, la naissance de l'univers. Je voulais, avant de finir, évoquer une découverte assez extraordinaire qui a été faite la semaine dernière sur Mars. Et je pense que ça devrait intéresser des gens. Oui. C'est que la NASA a découvert un lac d'eau liquide sur Mars. Et c'est extrêmement intéressant comme information. Premièrement, parce que ça va encourager les explorations vers Mars, premièrement, parce qu'il y a de l'eau. Mais ensuite, le plus important, c'est de chercher à savoir si la Terre est la seule l'astre qui a pu avoir la vie. Abriter la Maintenant, vie. puisqu'il y a de l'eau sur Mars, donc on peut garder espoir qu'on pourra découvrir des micro-organismes martiens. Ouais. Donc peut-être que là maintenant il y a la vie sur Mars. Hein. Peut-être. Peut-être que dans quelques années, les hommes vont pouvoir faire des voyages astrales, cosmiques et aller sur Mars, par exemple, quoi. Bon, tu t'imagines? On évite l'astral. Tu t'imagines, ouais. Tu t'imagines quelqu'un aurait sa copine sur Mars? Le mec qui dit je vais voir ma copine, il va sur la planète Mars pour voir sa copine. Voici donc, mesdames et messieurs, la rubrique Temps Science. Je remercie encore Maître Philippe Volmar qui anime cette rubrique. J'espère qu'à chaque fois, cette rubrique va donc vous titiller, vous pousser à faire encore plus de recherches pour maîtriser les notions qui sont abordées. Aujourd'hui, on a parlé du Big Bang. Allez donc vous informer, ça ne va pas vous faire de la peine. Avoir de la connaissance, cultiver son intelligence n'a jamais tué personne. Merci au staff technique qui m'a permis de vous présenter cette émission. Continuez à charbonner votre intelligence. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.